Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV avec cette vidéo où on va faire un petit peu l'état des lieux des gros dossiers qu'on va avoir à gérer cet été en termes de fin de contrat, en termes de la draft, de la loterie, etc. On va faire tout un point. Je vais essayer d'expliquer ça du mieux possible, il y a des trucs assez compliqués, donc je vais essayer de faire ça simple. Donc suivez bien, prenez une aspirine s'il faut, mais voilà, parce qu'il y a des trucs, c'est un peu compliqué. Mais bref, avant ça, obligé, hommage. Tony Kukoc va rentrer au Hall of Fame et c'est grand temps quand même, hein. Grand temps que ce joueur absolument mais légendaire fasse partie de ce Hall of Fame. Un de mes joueurs préférés tout simplement, pas seulement aux Bulls mais de manière globale. C'est vraiment un joueur que j'ai surkiffé tout le temps par tout ce qu'il était capable de faire sur un parquet. Ses passes dans le dos de l'autre bout du terrain, euh, sa capacité à rentrer des shoots d'un peu partout, sa technique de gaucher, sa vision du jeu, son QI basket, enfin c'était un artiste, tout simplement un artiste, il était capable de faire absolument tout. Un palmarès absolument long comme le bras, il a été 3 fois champion NBA, meilleur 6e homme avec les Bulls, il a survolé le basket européen entre 20, 25, 26 ans. Même avant d'ailleurs, déjà à 17, 18, 19 ans, il était monstrueux quand il jouait à Split en Yougoslavie à l'époque. Il a remporté l'Euroleague 3 fois, il a été MVP de l'Euroleague 3 fois, dont une fois en finale perdue contre Limoges en 93. Avec la sélection yougoslave et ensuite croate, championnat du monde en U19 où il est MVP, championnat d'Europe U18 où il est MVP, 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques, donc un palmarès mais absolument monstrueux. Partout où il est passé, il a été mais exceptionnel. Bref, une carrière totalement dingue de sa part, un jeu super spectaculaire. Un joueur que tout le monde adorait avoir dans son équipe parce que voilà, c'est pas un mec qui joue pour sa gueule, qui fait ses stats, un super passeur qui adorait faire ça en plus, faire des passes décisives. Il a toujours dit que voilà, marquer un panier ça rend un joueur heureux, mais faire une passe décisive ça rend 2 joueurs heureux, donc c'était sa philosophie du basket. Et ouais, franchement, pour les plus jeunes qui ont jamais vu Tony Kukoc, vous tapez son nom sur Google et vous allez voir des vidéos, mais absolument, phénoménal. S'il jouait maintenant en NBA, mais ce serait une superstar absolue. Parce que ce qu'il était capable de faire à l'époque, c'était un des premiers déjà européens à venir en NBA. Mais en plus, voilà, c'était un mec de 2 m 10, capable de jouer 3, 4, de shooter de loin. C'était un des premiers stretch forts de l'histoire, quoi. Pas le premier, mais un des précurseurs de ce rôle-là qui est devenu tellement important et populaire par la suite. Et ouais, au niveau des joueurs européens, une influence majeure pour tous ceux qui ont suivi ensuite, les Gasol, les Parker et tout ça. Donc ça a été vraiment une légende absolue du basket. Donc voilà, franchement, Tony Kukoc, bravo, c'est super mérité. Donc voilà, il fallait en parler. Et il y aura aussi Ben Wallace, bon par contre j'ai pas de maillot de Ben Wallace, mais Ben Wallace qui est passé par les Bulls. Alors évidemment on retiendra plus son passage aux Pistons avec le titre, évidemment, les titres de meilleur défenseur de l'année, je crois qu'il en a eu 3 ou 4 de suite. Mais voilà, pour un joueur qui n'avait même pas été drafté, arrivé au Hall of Fame, en faisant une carrière quasiment totalement axée sur la défense, c'est pas anodin, c'est pas rien du tout, donc ça mérite là aussi son petit hommage. Donc Ben Wallace, pareil, carrière absolument fabuleuse, donc voilà, pareil, c'est mérité. Donc voilà, petite parenthèse refermée, on va repartir sur l'actualité de notre saison. On a donc terminé cette saison avec une victoire contre Milwaukee la dernière journée, pour terminer avec un bilan de 31-41 qui va avoir son influence. Je vais revenir sur ça après quand on évoquera la draft. Mais donc voilà, 31-41, on a évidemment loupé le play-in. Et donc c'est la 4e saison de suite qu'on ne va pas en play-off. Alors évidemment, c'est un petit peu décevant, c'est pas ce qu'on attendait en début de saison où on espérait au moins jouer le play-in et encore plus une fois qu'on a fait les trades pour faire venir Vucevic. On sait, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui font que ça n'a pas pu se dérouler comme on l'espérait. Le manque d'entraînement, Zach LaVine qui a eu le Covid, qui était absent pendant 3 semaines. Donc au final, bon, bah, on a loupé le coche de pas grand chose, mais on l'a loupé quand même. Donc voilà. Et maintenant, c'est l'heure des grands travaux pour cet été, pour faire en sorte que l'équipe continue de monter en puissance comme on a pu le voir sur cette saison et être voilà, plus ambitieux pour l'an prochain. Parce que comme l'a dit Arturas Karnišovas lundi en conférence de presse d'après-saison, on ne se contente pas de la médiocrité ici. Donc voilà, on a vu que cette saison, il y a eu
des trucs franchement pas terribles, hein, avec des matchs dégueulasses, mais il y a eu aussi des bonnes choses sur lesquelles s'appuyer, et voilà, ça va partir sur ça et continuer de construire petit à petit. Tu vois, au départ, on n'avait rien, on a dégagé Bolen, on a dégagé Garpax, etc. On a fait venir Donovan, voilà. Après, on a modifié un peu le roster, on a fait venir Vucevic, etc. Et puis voilà, on continue petit à petit de mettre les pièces les unes après les autres pour construire un effectif cohérent, pour être ambitieux pour la suite. Et donc cet été, il y a énormément de dossiers, donc on va les faire un par un. Donc là, il va falloir que je mette mes lunettes parce que j'ai noté les chiffres, parce que je ne les ai pas tous en tête, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, on va faire la situation de l'équipe à l'heure actuelle avec 6 joueurs qui sont sous contrat pour l'année prochaine. Ok, 6 joueurs, donc Zach LaVine, Vucevic, Patrick Williams, Kobe White, Troy Brown Jr. et Alfaro Camino qui lui avait une player option qu'il a activé et franchement tu m'étonnes, 10 183 800 $ la saison pour Cyril Ban, tu dis pas non, c'est clair. Donc voilà, hein, tu peux pas lui en vouloir, hein. Le mec il a clairement dit tout de suite oui moi je reviens l'an prochain. Tu m'étonnes, à ce prix là, hein, tout le monde le fait. Bref, ces 6 joueurs là qui sont donc d'ores et déjà sous contrat pour l'an prochain, mais après c'est toujours pareil, ça peut bouger, il peut y avoir des trades, etc. Mais pour l'instant, tu as 6 joueurs sous contrat. Ils cumulent à eux 6 72 millions, à peu près, hein, 72, et quelques, dans le salary cap, qui se situe à 109 100 000 $ cette saison. Enfin, pour la saison 21-22 qui arrive. Donc, ces 6 joueurs-là, ils ont leur contrat. Ensuite, tu as 2 joueurs qui sont Tadeusz Young et Satoransky, qui ont un contrat partiellement garanti. Et les Bulls ont jusqu'au 1er août pour prendre une décision sur ces 2 joueurs-là. Si au 1er août, Satoransky et Young sont toujours des joueurs des Bulls, leur contrat devient totalement garanti. Alors au niveau des chiffres, ça donne 10 millions la saison pour Satoransky, comme ce qu'il avait cette saison et l'année d'avant. Il n'y a que 5 millions qui sont garantis pour l'instant. Et si au 31 août, au 1er août, pardon, il est encore là, c'est totalement garanti à 10 millions pour la saison. Satoransky, il a 6 millions qui sont garantis jusqu'ici, et s'il est encore là au 1er août, ça devient 14 190 000 $. Donc voilà, il y aura des décisions à prendre sur ces deux-là, si on veut libérer un peu d'espace dans le salary cap, parce que il va falloir trouver des combines pour libérer de la place. On va rediscuter. Ensuite, Ryan Arcidiacono a une option d'équipe, donc une team option, à 3 millions de dollars pour la saison prochaine. Donc c'est aux Bulls de décider s'ils veulent faire revenir Arcidiacono pour 3 millions la saison prochaine ou non. Ils ont jusqu'au 31 juillet pour prendre une décision à ce niveau-là. Vu qu'il va falloir essayer de faire des économies à droite à gauche, je pars pas optimiste sur le fait qu'Arcidiacono soit là l'an prochain. Et en plus, voilà, Donovan l'a très peu utilisé tout au long de la saison, donc même quand il y avait des blessés, il jouait très très peu, donc voilà, c'est un peu compliqué d'imaginer Arcidiacono revenir. Mais on ne sait jamais. Donc voilà, là ça fait déjà 9 joueurs. Ensuite, jusqu'ici ça va, c'est assez clair. C'est maintenant que ça commence à devenir un peu plus compliqué. On a 4 joueurs qui sont agents libres unrestricted, c'est-à-dire ils peuvent négocier avec d'autres équipes pour signer d'autres contrats ailleurs, et voilà. Felicio, heureusement, enfin. Valentine, heureusement, enfin. Garrett Temple qui a exprimé le désir de revenir une saison, et Daniel Theis surtout. Le souci avec ces joueurs-là, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des cap holds, et avec des montants assez élevés, et donc tant que ces joueurs-là n'ont pas signé un contrat ailleurs ou aux Bulls pour revenir, le montant des cap holds est inclus dans le salary cap, c'est-à-dire que ça laisse très peu d'espace ensuite, très peu d'argent disponible pour essayer de signer d'autres joueurs. Donc il faut régler la situation de ces joueurs-là avant pour libérer des fonds, soit en les re-signant, soit en espérant qu'une autre équipe les signe, ou en renonçant à leurs droits. Donc je vais vous donner les chiffres. Felicio, il a un cap hold qui est monstrueux, à 14 305 000 $. Valentine, 8 820 000 $ et quelques, hein, c'est 8 820 et quelques, il y a des brouettes. Hein. Garrett Temple, 5 720 000 et quelques. Et Daniel Theis, 9,5 millions. C'est-à-dire que tant que ces joueurs-là n'ont pas signé un contrat ailleurs ou de retour aux Bulls, toutes ces sommes-là que je viens de donner, elles sont prises en compte dans le salary cap. Et donc ça donne très peu d'espace, puisqu'on a déjà dit qu'il y avait 72 millions pour les 6 premiers joueurs qui ont un contrat garanti. Tu rajoutes à ça
Young et Satoransky qui ont une partie de leur contrat garanti, et si ça devient totalement garanti, bah, ça fait encore beaucoup plus. Plus ces joueurs-là, tant qu'ils sont pas partis, tant qu'ils n'ont pas signé ailleurs ou qu'ils n'ont pas re-signé un nouveau contrat avec les Bulls, les montants que j'ai donnés restent dans le salary cap. Donc du coup, très peu d'espace pour essayer de négocier et signer d'autres joueurs. Mais bon, Felicio, Valentine, ils vont pas revenir. S'ils arrivent à trouver un autre club, que ce soit en NBA ou ailleurs, hein, si Valentine il signe en Chine et Felicio retourne au Brésil par exemple, voilà, ça libère l'argent. Mais il faut qu'il signe un contrat quelque part, sinon, bah, voilà. Dans le cas de Daniel Theis et de Garrett Temple, voilà, ça va être un petit peu plus difficile pour les faire revenir. Le meilleur moyen de libérer de l'argent, c'est de renoncer aux droits sur ces joueurs-là. C'est-à-dire que voilà, ils deviennent totalement libres. On n'a plus aucune priorité de négociation avec eux. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Et voilà, on n'a plus aucun droit sur eux. Mais par contre, si on veut leur re-signer un nouveau contrat, on n'a pas le droit de dépasser le salary cap pour leur proposer un contrat. Donc on leur donnera que ce qu'on a en dessous du salary cap. Donc c'est des mouvements un petit peu difficiles. J'en profite pour préciser que je vais aussi sortir un article où voilà, il y a tous les chiffres écrits, etc. C'est peut-être plus facile à mémoriser et c'est peut-être un peu mieux expliqué aussi à l'écrit. Enfin en tout cas j'essaye. Ensuite, il nous reste 4 joueurs qui eux sont des agents libres restrictifs, c'est-à-dire qu'on a priorité pour négocier avec eux un contrat pour l'année prochaine, et si on préfère les libérer, après ils signent un petit peu où ils veulent, mais on a d'abord le droit de dire bon, on essaie de les faire revenir ou pas. Il s'agit de nos 2 two-way contracts, Devon Dodson et Adam Mokoka, plus Javonte Green, qui est arrivé lors des derniers trades, et Lauri Markkanen. Donc ces 4 joueurs, comme les 4 précédents, Felicio, Valentine, Temple, Theis, ils ont des cap holds, donc tant qu'ils n'ont pas réglé leur situation contractuelle, soit en revenant aux Bulls, soit en allant ailleurs, eh bien il y a des montants qui sont inscrits dans le salary cap des Bulls et qui donc sont pris en compte, et donc ça libère, enfin ça nous permet pas de libérer beaucoup d'argent pour signer d'autres joueurs extérieurs. Donc les montants pour Mokoka c'est 1 669 000 $, pour Devon Dodson c'est 1 489 000 $, pour Draymond Green, non, pas vraiment, non. Pour Javonte Green, c'est 1 897 000 $. Et pour Markkanen, alors c'est différent, parce que lui, il a un cap hold qui a 20 194 000 $. Mais on a l'option de le signer pour une qualifying offer, donc le prolonger juste pour 1 an, au lieu de lui filer un gros contrat, genre 4 ans à 12 millions la saison par exemple. On peut lui signer une qualifying offer à 9 26 000 $, ce qui serait son salaire pour l'an prochain. Évidemment, il y a de grandes chances qu'il la refuse pour tester le marché et voir si une autre équipe lui propose pas beaucoup plus. Et à ce moment-là, on décide de s'aligner ou non sur le salaire qu'une autre équipe lui propose. Et j'espère qu'on ne le fera pas. Donc voilà, comme ça il dégage. Donc voilà, ces 4 joueurs-là, on a la possibilité de les faire revenir au montant que je vous ai donné, hein, donc Mokoka 1 669 000, Dodson 1 489 000, etc. Green 1 497 000 et Markkanen à 9 26 000. Encore une fois, voilà, c'est les Bulls qui décident de ça. Ils ont jusqu'au 31 juillet, donc voilà, il y a des dates importantes à revenir. Jusqu'au 31 juillet pour décider de la team option d'Archidiakono et des qualifying offers pour ces 4 joueurs-là. On a jusqu'au 1er août pour décider de ce qu'on fait de Satoransky et Thaddeus Young, sachant qu'ils peuvent très bien devenir rester et avoir leur contrat totalement garanti et ensuite être inclus dans un trade. Ça c'est tout à fait possible. Donc voilà, il y aura des moves à surveiller fin juillet, début août, sachant que on a également la draft le 29 juillet et le début de la free agency le 2 août. Donc on va partir maintenant sur la draft, et attention parce que là ça va devenir un petit peu hardcore. Mais bon, voilà, on va prendre le temps de bien mettre tous les scénarios. La loterie de la draft est le 22 juin. Ok. Et la draft est donc le 29 juillet. Avec, comme on l'a dit plein de fois, le pic qu'on a envoyé à Orlando, sauf si on termine dans le top 4. Donc si à la loterie le 22 juin, les Bulls terminent dans le top 4, on récupère notre pick et on a notre choix de draft au premier tour. Si c'est pas le cas, ce pick-là va à Orlando. Bon, jusque-là, on l'a déjà dit plein de fois, tout va bien. Sauf que
on a terminé avec un bilan de 31 victoires, 41 défaites, qui est ex aequo avec Sacramento et New Orleans. Donc, on a 7 équipes qui ont eu un pire bilan que Chicago, Sacramento, New Orleans. Donc Orlando, Cleveland, Détroit, Minnesota, enfin un peu toujours les mêmes. Hein. Ces équipes-là ont un pire bilan que nous. Donc, ok. Donc ensuite, Chicago, New Orleans et Sacramento ont les 8, 9 et 10e pire bilan en gros, donc à égalité. Et donc ils doivent être départagés. Et ce sera fait le 25 mai, donc la semaine prochaine, à pile ou face, pour déterminer, écoutez bien, déterminer lesquelles de ces 3 équipes, enfin dans quel ordre ces 3 équipes vont drafter si aucune ne va dans le top 4. Voilà. Donc si Chicago, Sacramento et New Orleans ne vont pas dans le top 4, aucune des 3, ils seront en 8, 9 ou 10. Ils ne peuvent pas être en 4, 5 ou 6. Voilà, c'est soit top 4, soit 8, 9, 10 pour ces 3 équipes-là. Évidemment, si c'est hors top 4, le pick de Chicago va à Orlando, mais je vais garder Chicago comme nom dans l'exemple, parce que ce sera plus simple pour nous. Donc, aucune de ces 3 équipes ne va dans le top 4, et c'est à pile ou face que sera déterminé laquelle de ces 3 équipes prendra en 8, en 9 ou en 10 à la prochaine draft. Et ça va se faire donc à pile ou face, et avec un ordre qui sera inversé pour le 2e tour. Et c'est là que ça devient un petit peu plus, voilà, un petit peu plus compliqué pour nous. Parce que, donc je vais donner un exemple, en fait, ce sera le plus simple. Si, quand il y a le tirage au sort le 25 mai à pile ou face, ça détermine qu'on a Chicago avec le choix numéro 8, qui va donc à Orlando. Sacramento avec le choix numéro 9 et New Orleans avec le choix numéro 10. Bon, ok, jusque-là, ça va. Pour le 2e tour de la draft, on prend ça dans le sens inverse. C'est-à-dire que New Orleans aurait le choix 8, donc le choix 38, puisqu'on repart à partir de 30 pour le 2e tour, enfin à partir de 31 plutôt. Sacramento aurait le 9e choix du 2e tour et donc le pick 39. Et Chicago aurait le 10e choix de ce 2e tour et donc le pick 40. Donc jusque-là, ça. Voilà. Ok. Relative. Je pense que c'est compréhensible. Sauf que, parce qu'on aime bien se mettre des difficultés, New Orleans et Chicago, enfin Chicago surtout, a le droit d'inverser son choix au second tour avec New Orleans depuis le trade de Mirotic en 2018. Donc voilà. Si New Orleans termine avec soit le pick 38 ou le pick 39 et que Chicago a le pick 40, ils peuvent inverser avec New Orleans et donc prendre leur pick. C'est-à-dire qu'en gros, Chicago aura soit le pick 38, soit le pick 39 à la draft le 29 juillet. Voilà. J'espère que c'est clair. J'essaie de faire ça de manière très simple, hein, mais c'est pas toujours évident. Mais donc voilà, ça va. En gros, il y a le tirage au sort la semaine prochaine à pile ou face qui va déterminer dans quel ordre ces 3 équipes-là vont être prioritaires. Et ensuite, si New Orleans a un meilleur placement que nous au 2e tour, on a le droit d'inverser avec eux. C'est un des avantages qu'on a récupéré dans le trade de Mirotic en 2018. Donc voilà. Ce qui signifie, pour faire simple, c'est qu'en gros, on aura soit le pick 38, soit le pick 39 au 2e tour à la draft le 29 juillet. Et le pick au 1er tour, ça dépendra de la loterie le 22 juin pour voir si on monte dans le top 4 ou si notre pick part à Orlando. Donc voilà, j'espère être assez clair à ce niveau-là et qu'on a bien fait le tour. Et donc, pour revenir un petit peu sur donc nos joueurs qui ont un contrat sûr, garanti pour la saison prochaine, sauf évidemment sur les trades, il y a 2 joueurs parmi cette liste avec qui on peut déjà négocier pour signer une prolongation pour la suite, qui sont Zach LaVine et Troy Brown. Donc évidemment, Zach LaVine, dossier ultra prioritaire, même si ce n'est pas, voilà, on n'a pas obligation de lui signer un nouveau contrat dès maintenant. On peut trouver un accord, voilà, et ça rentre en compte pour la saison 2022-2023. Mais quoi qu'il arrive, il touchera 19,5 millions, ce qui est son contrat actuel, pour la saison à venir, la saison 2021-22. Donc voilà, si on trouve un accord maintenant, cet été, il signe sa prolongation, il touche 19 millions et demi en 2021-22 comme convenu, et à partir de la saison 2022-23, son autre gros contrat qu'on aura négocié cet été prendra effet.
à voir à quelle hauteur, parce qu'on ne peut pas lui proposer le max, on n'aura pas les finances, à moins de d'ici l'été prochain de faire beaucoup de mouvements, mais du coup ça devient compliqué si tu veux re-signer des All-Stars, etc. Enfin Vucevic et signer d'autres joueurs, enfin c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, mais si on ne trouve pas un accord avec Zach LaVine avant le début de la saison, la date limite pour trouver un accord c'est la veille du premier match de la saison régulière. Si on ne trouve pas d'accord, il sera libre l'an prochain, mais unrestricted, c'est-à-dire qu'il pourra négocier avec d'autres équipes. On n'aura pas de priorité sur lui en fait. En fait, si on ne trouve pas d'accord cet été, on perd la priorité pour négocier avec lui l'an prochain. C'est-à-dire qu'il pourra négocier avec toutes les autres équipes. On n'aura pas de priorité sur ça. C'est le seul truc qu'on perd si on ne trouve pas un accord avec lui avant le début le premier match de la saison régulière 2021-22. Et même chose avec Troy Brown. Voilà, on doit trouver un accord avec lui avant ce premier match de saison régulière 21-22. Sinon, à l'été 2022, il sera libre de négocier avec toutes les autres équipes et on n'aura pas de priorité pour si une équipe fait une offre, pour matcher l'offre et le faire revenir en gros. Donc voilà, c'est ce qu'on risque de perdre si on ne trouve pas un accord cet été. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair et complet. Et de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai un article qui va sortir avec voilà, tous les chiffres, toutes les dates qui sont remises. Voilà, ça permet de bien remémorer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres et de dates à retenir en même temps, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'espère que c'est assez complet. Si vous avez d'autres questions, c'est vrai que même moi j'ai encore un peu de mal des fois à me dire mais putain, mais c'est pas... Donc voilà, si vous avez d'autres questions, pareil, posez-les en commentaire et j'essaierai de répondre de manière la plus précise possible. Et puis on va se quitter avec le quiz. Il y a un petit peu de Tony Kukoc dans ce quiz d'ailleurs, ça tombe bien. C'était pas forcément fait exprès, mais enfin bref. La dernière fois donc on avait parlé du triple-double de Nikola Vucevic face à Boston. Et j'avais dit 4 autres joueurs dans l'histoire des Bulls ont fait un triple-double face à Boston. Et donc il fallait trouver Guy Rogers, qui est la première star des Chicago Bulls, et c'est d'ailleurs le deuxième triple-double de l'histoire des Bulls, c'était donc Guy Rogers contre Boston. Il y a eu ensuite Norm Van Lier, le meneur qui devrait avoir son meilleur retiré, mais ça c'est une autre histoire. Tony Kukoc, donc voilà, qui en plus, pour la petite histoire, il lui manquait un rebond, et à la dernière seconde, en fait, il y a un joueur de Boston qui fait une claquette et qui loupe le truc, et Kukoc il est sous le panier, il récupère la balle, et à la dernière seconde, il obtient un triple-double contre Boston. Et Joakim Noah était le dernier joueur avant Vucevic à faire un triple-double contre Boston pour les Bulls. Donc voilà. Et maintenant, la question concerne toujours un petit peu Tony Kukoc, vite fait, puisque il est le premier joueur des Bulls à avoir été élu meilleur sixième homme, et un seul autre joueur a été élu meilleur sixième homme en tant que joueur des Bulls depuis. Donc voilà, dites-moi quel est ce joueur. Donc voilà, c'est relativement simple, c'est relativement récent aussi, c'est dans les années 2000, donc bon, voilà, ça devrait se trouver plutôt aisément. Donc voilà, comme je disais, hein, si vous avez des questions sur les contrats, etc., les cap holds, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois. Donc voilà, s'il y a des questions sur ça, hein, vous me dites en commentaire et j'essaie de répondre de manière précise. Encore une fois, il y aura un article aussi qui va sortir ce jeudi. Et puis prochaine vidéo assez rapidement parce que j'ai perdu un pari avec un pote fan des Knicks, donc il va falloir que je fasse une vidéo sur ça où je vais devoir encenser les Knicks. Ouais, voilà, quand on fait des paris, hein, voilà, faut les assumer, donc je vais faire ça très prochainement. Mais voilà, dans les prochains jours, semaines, à part ça, bon voilà, l'actu ça va surtout être les playoffs qui ne nous concernent pas, donc à moins qu'il y ait d'autres actus sur les Bulls, voilà, s'il y a des décisions qui sont prises rapidement pour les contrats, mais enfin ça m'étonnerait, c'est pas trop le... Enfin, je pense pas que ça se fera rapidement, quoi. Ça va plus se dérouler en juin, juillet que vraiment là sur la fin mai, donc peut-être pas trop de vidéos prochainement. Mais à moins que voilà une énorme actu, hein, s'il y a vraiment un changement incroyable, évidemment on reviendra sur tout ça. On va tourner un podcast avec Gugur samedi, donc si vous avez des questions aussi, pareil sur le salary cap, sur l'été, sur plein de trucs, voilà, on y répondra à ce moment-là. Et puis voilà, sinon voilà, on se retrouve très bientôt, et donc voilà, j'attends vos questions s'il y en a, et si j'ai pas été assez clair, voilà, j'essaierai de l'être plus en commentaire. Donc voilà, d'ici là, continuez de bien vous porter, continuez de garder vos masques, allez vous faire vacciner, et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, go Bulls.